le pays est aujourd'hui à la croisée des chemins, puisque si vous regardez un peu la fracture sociale est une réalité entre les capitales régionales et la périphérie. Le taux de chômage a atteint des proportions jamais égalées et aujourd'hui le train de vie de l'État a pris les ascenseurs au moment où le pouvoir financier des populations est en train de prendre les escaliers. Si vous regardez aujourd'hui les complaintes des Sénégalais quant à la cherté des factures de l'électricité, le coût de la vie, et sans compter maintenant tous les problèmes qui sont liés à la fourniture des services publics, que ce soit la qualité de l'éducation aujourd'hui avec des grèves interminables. Le front social est en ébullition et l'État a du mal à trouver des accords avec les syndicats qui aujourd'hui sont en train de menacer d'aller en grève. Et si vous allez aussi au niveau des municipalités, vous avez vu comment, par exemple, les travailleurs sont en train aussi de faire valoir des revendications, légitimes ou pas, mais il faudrait en tout cas leur prêter une oreille attentive. Donc, sur tous les fronts, on voit que les populations sont en train de poser des revendications et cela se comprend aisément puisque nous sommes à la veille d'une élection présidentielle et qu'il faut, en tout cas pour les citoyens, les syndicats, mais aussi les organisations de la société civile, faire valoir des préoccupations qui vont être prises par les candidats. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu fondamental est de permettre aux Sénégalais d'avoir un pouvoir d'achat lui permettant de vivre décemment. Et quand je parle de pouvoir d'achat, je parle un peu de la possibilité de créer un environnement permettant aux jeunes, par exemple, de disposer d'un emploi décent, puisque le travail, c'est plus que ce que nous recevons à la fin du mois. C'est d'abord une question de dignité. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens ici au Sénégal qui ont désespéré parce qu'il n'y a pas de perspective d'emploi, parce que l'horizon est devenu très flou. Donc, ces vagues de migrants que nous voyons aujourd'hui ne sont rien d'autre que la contrepartie naturelle de cette déception que les populations ont vis-à-vis des gouvernants, alors que partout, nous avons des difficultés majeures, que ce soit au niveau de la pêche, nous avons l'agriculture aujourd'hui qui est quasiment agonisante, alors que son potentiel en termes de contribution dans le produit intérieur brut, mais en termes de croissance est réel. Donc, voilà un peu, à mon avis, les problèmes auxquels les hommes politiques, surtout ceux qui sont des prétendants à la candidature en 2024, doivent prendre en charge. Donc, d'abord, il faut alléger la souffrance des Sénégalais en s'attaquant aux problèmes de fond, notamment la cherté des denrées de première nécessité, mais aussi assurer une fourniture des services sociaux, l'éducation, la santé, et réduire aussi le coût de l'électricité qui est en train aujourd'hui de porter un coup dur aux ménages, mais aussi aux petites et moyennes entreprises qui ont du mal à tenir, puisque cette facture-là grève considérablement le budget. Aucun pays ne peut prétendre au développement s'il n'investit pas dans le capital humain. Or, quand on parle de capital humain, on fait référence à l'éducation et à la formation. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons un système éducatif qui est truffé d'incohérences. La première incohérence, c'est surtout le caractère bifurqué de l'éducation, qui est un peu clivé entre une formation française qui est dispensée dans les écoles classique, mais un enseignement arabo-islamique qui végète dans l'informel et qui, malheureusement, peine à trouver au sein de nos gouvernants une attention particulière. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des tentatives de réforme pour harmoniser le système éducatif et permettre à ceux qui ont emprunté un parcours dans l'enseignement arabo-islamique de pouvoir bénéficier des mêmes chances que ceux qui sortent des écoles classiques. Mais on a encore du chemin à faire. Donc, toutes les frustrations que vous regardez, que l'on observe aujourd'hui et qui sont plus ou moins manifestées par les arabisants sont en vérité le reflet de cette injustice qu'ils ont toujours ressentie, puisque les possibilités ne leur sont pas offertes d'assurer une certaine mobilité sociale au sein de l'administration, puisque les fonctions au sein de cette administration-là sont exclusivement réservées à ceux qui sont formés à la langue française.
La deuxième incohérence, c'est aujourd'hui un peu le cursus qui n'est pas très souvent en phase avec les enjeux du moment. Nous sommes dans un monde digitalisé où la technologie et l'ingénierie, disons un peu les filières scientifiques, doivent être aujourd'hui un peu l'orientation stratégique de nos États. Et malheureusement, si vous regardez nos États, euh, dans nos États, on a un système éducatif qui déjà, à bas âge, ferme les enfants dans une carrière. Euh, je prends l'exemple du Sénégal. À partir de la troisième, vous avez la possibilité de choisir soit une carrière scientifique ou une carrière littéraire. Alors que les enfants, on doit leur donner la possibilité d'explorer. Et jusqu'au bac, les personnes peuvent avoir la possibilité de se reconvertir. Il faudrait être à l'écoute des jeunes. Ce que les jeunes demandent, c'est plus d'opportunités d'emploi, des salaires décents, mais aussi une prise en charge de leurs préoccupations qui ne sont pas forcément des préoccupations matérielles. Il y a le besoin de reconnaissance. Beaucoup de gens qui prennent ces embarcations de fortune sont morts socialement, puisqu'ils ne comptent pas. Ils sont dans des sociétés, ils sont dans des familles, mais ils ne peuvent pas apporter grand-chose. Et ils sont du coup marginalisés. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui s'attaquer à la question de fond, c'est-à-dire comment aujourd'hui la société impose aux individus parfois des attentes qui vont au-delà de leurs capacités et des possibilités qu'ils peuvent trouver au sein de leur société. Il y a aussi l'influence des médias, mais la manière dont les pays, de destination fonctionnent sur le plan justement institutionnel, avec une démocratie plus ou moins fonctionnelle, avec des politiques sociales qui garantissent, par exemple, une vie décente aux populations. Et ces jeunes rêvent d'avoir ces mêmes conditions dans leur pays. Encore que parmi eux, il y en a qui ont pu effectuer l'aventure et qui vivent dans ces pays occidentaux, mais qui leur rapportent, par exemple, les conditions de vie parfois sublimées, qui ne reflètent pas la réalité de ces pays-là. Mais tout compte fait, il y a un phénomène, c'est le phénomène de la migration, auquel nos États doivent s'attaquer. Mais je pense qu'il faudrait avoir des politiques migratoires claires et développer aussi des politiques qui permettent de maintenir les jeunes dans leur pays, puisque l'Afrique n'est pas pauvre, mais elle est appauvrie par les mauvaises politiques. Comment aujourd'hui changer la donne et changer de paradigme en ayant des politiques qui attirent les jeunes, qui les font rêver et les amènent en tout cas à rester dans leur pays plutôt que de se jeter en mer dans les océans qui sont devenus aujourd'hui des cimetières qui engloutissent ces bras valides des jeunes qui auraient pu servir au développement du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons énormément d'opportunités d'investir dans l'agriculture si nous maîtrisons l'eau, dans la pêche si nous protégeons nos ressources, mais aussi explorer d'autres secteurs. Les services sont aujourd'hui un moteur du développement de nos pays. Mais comment créer les conditions permettant à ces jeunes d'être suffisamment formés, d'investir ces secteurs porteurs et d'être des producteurs d'emplois? Et je pense que c'est ça l'enjeu. Mais les jeunes ne peuvent pas le faire eux seuls. Il faudrait un État qui les accompagne dans la formation, dans la création d'instituts. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'agriculture et de son potentiel. Si vous regardez le Sénégal, par exemple, on a des zones agricoles tout à fait naturelles. Hein? Vous avez la zone des Niayes, vous avez la vallée du fleuve, vous avez la Casamance et vous avez aussi le bassin arachidier. Donc, toutes ces zones-là auraient pu aujourd'hui servir de poumon du développement du Sénégal qui devait en principe atteindre, je ne parle même pas d'autosuffisance alimentaire, mais la souveraineté alimentaire. Mais malheureusement, l'agriculture qui mobilise presque 70% de la population a une contribution très faible dans le produit intérieur brut, puisque la contribution varie entre 13 et 15%. Or, on doit pouvoir développer des politiques qui permettent en tout cas de développer une chaîne de valeur qui va de la production à la consommation en passant par la commercialisation et la transformation. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans la transformation, mais malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement pour, en tout cas, certifier leur production, créer un emballage leur permettant de les exporter.
Mais il ne s'agit pas tout simplement de se limiter à cet encadrement ou à la formation. Il faudrait aussi pour l'État de se positionner comme un État stratège capable d'ouvrir des niches d'opportunités pour ces jeunes entrepreneurs et leur permettre d'aller à la conquête du marché sous-régional et international. Comme cela apparaît dans notre devise, un peuple, un but, une foi. La chance que nous avons, c'est d'être dirigés juste après les indépendances par un président qui était dans une situation de double minorité. Minorité ethnique, mais aussi minorité religieuse. Je veux parler de Léopold Sédar Senghor, mais qui a pu diriger ce pays-là pendant presque 20 ans en bénéficiant du soutien non seulement des leaders religieux, mais aussi des autres minorités qui viennent de la périphérie. Et je pense que ça, c'est un socle très important à préserver, puisque c'est ce qui a fait du Sénégal une exception. Et je pense que la diversité n'a jamais été source facteur de division. Au contraire, elle nous a enrichis. Et cela est d'autant plus vrai qu'à l'indépendance, le Sénégal n'avait pas 3 millions d'habitants. Mais il faudrait voir entre-temps comment, par le trichement du mariage, le brassage, les Sénégalais ont pu s'entrepénétrer et former ce qui est aujourd'hui considéré comme une des nations les plus solides en Afrique. Et je pense que cet héritage culturel doit être préservé dans le sens de renforcer le dialogue entre les religions, mais au-delà, valoriser aussi un certain patrimoine culturel. Le cousinage à plaisanterie qui a joué un grand rôle dans la décrispation des tensions politiques et sociales. Mais il faut aussi reconnaître le rôle primordial et important des leaders religieux dans la médiation pour, en tout cas, amener les acteurs politiques à surpasser les divergences et aller résolument vers l'essentiel. Donc, tout ça est, à mon avis, un héritage qu'il faudrait préserver. Et on ne peut pas aller à ces élections présidentielles sans penser aussi au fondement de la stabilité de notre pays, c'est-à-dire le socle social sur lequel il est bâti, et qui est en vérité un socle centré sur le pluralisme, sur la valorisation des institutions non formelles, y compris les institutions religieuses, mais aussi les autorités traditionnelles qui jouent un rôle important, le Djaraf et d'autres, le roi d'Oussoui, etc. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes riches d'un patrimoine social et culturel qui peut aider le pays à se positionner comme une des nations les plus stables dans une Afrique en proie à l'insécurité. Mais au-delà, je pense que nous avons besoin, au niveau national, de s'assurer que les équilibres ne sont pas fragilisés et que les identités ne sont pas instrumentalisées. Il faut être à l'écoute des Sénégalais, puisque les hommes politiques ou même le président de la République ne l'est pas par lui-même, il l'est parce que tout simplement les populations lui ont mandaté de confiance. Et il faudrait être à la hauteur de cette confiance-là. Mais il y a une autre chose qui, à mon avis, est très importante. C'est comment préserver les institutions démocratiques de manière à garantir la paix et la stabilité. Parce que rien ne peut se construire sans la démocratie et la stabilité, mais la démocratie et la stabilité supposent que l'on ait des institutions qui fonctionnent de manière normale et optimale. Et malheureusement, au Sénégal, depuis quelques années, nous avons vu qu'il y a une certaine perception très négative de la justice et même de la sécurité, puisque tout simplement les acteurs politiques avaient tendance à instrumentaliser ces institutions-là pour se maintenir au pouvoir ou même parfois pour éliminer des adversaires politiques. Et je pense qu'il faudrait créer les conditions permettant à l'opposition ou à toute personne qui voudrait participer au jeu politique de pouvoir le faire, puisque dans une démocratie, les acteurs politiques sont éliminés sur la base d'une compétition électorale et non pas à travers une instrumentalisation d'une quelconque institution. Donc ça, c'est un élément important. Donc, préserver les institutions démocratiques, garantir la stabilité politique et démocratique de ce pays-là, mais il faut aller au-delà
en essayant de réformer les institutions et les rendre plus à même de prendre en charge des préoccupations des Sénégalais. Et l'État doit être aussi un État capable de fournir, disons un peu, de faire valoir ses fonctions régaliennes, assurer la sécurité des personnes et des biens, garantir aussi une fourniture optimale des services, que ce soit l'éducation, la santé, l'électricité, mais s'assurer aussi de résorber un peu ce fossé entre le monde rural et le monde urbain. Donc, nous avons tout ça, mais la fracture sociale aussi entre les adultes, les jeunes, etc. Mais il y a un autre aspect qui, à mon avis, est très important pour ces élections à venir et que les candidats doivent prendre en compte. C'est la question de la jeunesse. Vous savez, nous avons une population jeune. On nous dit 75% de la population a moins de 35 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sur 17 millions de Sénégalais, les 13 millions sont des jeunes. On ne peut pas vouloir gouverner ce pays-là sans prêter une oreille attentive aux jeunes. Parce que la question de la jeunesse, si elle n'est pas prise en charge de manière très sérieuse, risque d'être une bombe à retardement. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien d'autre que la manifestation d'une frustration qui s'est sédimentée et qui attend de trouver en tout cas un exutoire pacifique, mais à la seule condition que l'on crée les conditions permettant à ces jeunes-là de pouvoir s'épanouir, de faire valoir leur potentiel, de poursuivre leurs rêves. Mais s'ils ne peuvent pas poursuivre leurs rêves au Sénégal, parce que tout simplement, les possibilités de s'épanouir, les possibilités d'être libre, les possibilités d'avoir un avenir s'assombrissent, mais on ne peut vivre que le drame de l'immigration clandestine tel qu'il se manifeste aujourd'hui à travers une ruée vers l'Europe à travers des embarcations de fortune. Donc, c'est une problématique très sérieuse que tous nos acteurs politiques qui sont aujourd'hui en lice pour la présidentielle 2024 doivent prendre très au sérieux.